En 1814, des choses vont changer dans l'Empire français, étant donné que les armées alliées sont en train d'envahir l'Est de la France, et que aussi les armées anglaises et hélas aussi portugaises sont parties à la conquête du midi de la France, et donc la situation commence à devenir absolument désespérée. C'est une affaire qui me touche un tout petit peu parce que j'ai un ancêtre qui s'est beaucoup battu dans la campagne de 1814 et qui a été horriblement blessé à la bataille de Bar-sur-Aube, où ils ont véritablement fait des prouesses contre Schwarzenberg et autres types de ce genre-là, qui véritablement méritaient quelques corrections. Voilà. Et on savait que Napoléon a été vainqueur dans je ne sais combien de batailles et que pendant ce temps-là, les autres arrivaient à Paris. Bon, c'est comme ça a été vraiment très curieux. Enfin, il faut bien savoir que le 11 février 14, le duc d'Angoulême arrivait à Saint-Jean-de-Luz et qu'il a commencé à faire, il a commencé comme comte de Pradelles, mais rapidement, il a dit qu'il a fait un message en disant que le drapeau blanc devait redevenir le drapeau de la France et le drapeau de vos pères, qui devient maintenant indispensable. En gros, c'est ça. Il était d'ailleurs pas très sûr de ce qu'il pouvait dire, parce que dans un autre discours, il a évoqué l'antique bannière des fleurs de lys. Bon, alors il est évident que tout ça c'est un peu bizarroïde, et parce que, comme je vais vous le raconter, la France était le blanc est victorieux en France depuis la guerre de 100 ans. Et donc, il a parlé du drapeau blanc, quand même, et quand il est arrivé à Bordeaux, le maire, qui était Lynch, l'a accueilli au milieu de la joie populaire, et ce maire arborait l'écharpe blanche et une cocarde blanche. C'est-à-dire finalement que de ce côté-là, au moins à Bordeaux et dans cette région-là, les choses étaient en train de changer. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'enthousiasme populaire était total, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Bien. Or, ce drapeau blanc, n'est-ce pas, qui s'est établi progressivement en France, a pu flotter assez longtemps parce que, par exemple, le maréchal Davout commandait Hambourg. Hambourg, c'est la France, il faut bien le dire. Ça fait partie des 132 départements de l'Empire français. Et Davout était donc assiégé par les Russes et par les Prussiens, et il avait arboré le drapeau tricolore, mais il a abandonné le drapeau tricolore que quand Louis XVIII lui a envoyé un message en lui disant, vous savez, ici le drapeau a changé, et au bout de quelques temps, le drapeau blanc, il a été obligé d'ailleurs de l'abattre, parce que Louis XVIII lui dit de capituler, étant donné que tout était réglé à Paris. Voilà. C'est amusant de voir que le drapeau blanc a duré quelque temps. D'ailleurs, ce serait amusant de savoir combien de temps il a duré dans les colonies. Voilà. Enfin, ça, c'est encore tout un travail que je n'ai pas fait, et que je ne ferai sans doute jamais. Voilà. Donc, ça veut dire que ce drapeau blanc s'établit progressivement, et comment dirais-je, pendant ce temps-là, dans l'est de la France, les Alliés avancent, soutenus par des populations, mais surtout aussi par les intrigues d'un Français, c'est vite drôle, qui est arrivé à faire comment dirais-je, faire la liaison avec les gens avec le comte d'Artois et avec les Alliés, et le drapeau blanc, ça a commencé à fleurir dans l'Est. Et le comte d'Artois, qui était lieutenant général du royaume depuis la mort de Louis XVI, a été à Nancy le 8 avril, a traversé tout le pays au milieu de drapeaux blancs, et son uniforme était absolument un peu différent de celui de Napoléon. Il était évidemment à cheval sur un cheval blanc, mais le cordon rouge était passé au cordon bleu du Saint-Esprit, et la cocarde aussi avait changé. Voilà. Donc ce sont des changements, comment dirais-je, idéologiques, et que tout le monde pouvait voir.
Donc, c'est assez amusant tout ça, parce que ce sont des choses qui arrivent très progressivement. Et le 13 avril, le gouvernement provisoire présidé par Talleyrand, que tout le monde admire, mais qui était au fond, je suis désolé de le dire, aussi un triste personnage qui trahissait l'empereur, a décidé que... Comment ? Encore heureux. Encore heureux. Voilà. Il a décidé, le 13 avril, le gouvernement provisoire a décidé que la cocarde blanche était celle de l'armée et que le pavillon blanc était celui des bâtiments de guerre et de commerce. Les bâtiments de guerre et de commerce. C'est très curieux cette histoire-là. On ne fait aucun acte disant « Ah, mais le drapeau blanc doit flotter partout ». On parle légalement des bâtiments de la marine. Parce que, au fond, avant la Révolution, on ne pavoisait pas en France avec le drapeau national. C'était une chose qui était totalement inconnue, il n'y avait pas de drapeau sur les châteaux, n'est-ce pas? Et donc, on savait que s'il y avait du blanc, c'était rare qu'on puisse le voir, évidemment pas sur les planches de dictionnaire, mais qui allaient voir la grande encyclopédie, et surtout, il y avait aussi les grandes cartes de pavillons, et qu'on éditait depuis environ le début du XVIIIe siècle à l'image de ce que faisaient les gens des Pays-Bas. Et là, l'essentiel du peuple français ne connaissait pas tellement le drapeau blanc. Donc le texte du gouvernement parle des bâtiments de la marine, enfin des bâtiments de guerre et de la marine marchande. Effectivement, le blanc était la couleur principale de la France, alors que c'était le bleu autrefois, parce que l'azur semé de fleurs de lys d'or était sur les bannières, les bannières du roi, les bannières des princes, etc., dans les bannières héraldiques. Mais finalement, ces bannières qui flottaient là, encore au XVe siècle sur les châteaux, n'existaient absolument plus du temps des Bourbons. Et le blanc, comme je vous l'ai dit, on ne le voyait pas tellement. On voyait le blanc à l'entrée des ports. Encore à l'heure actuelle, quand un port de France doit avoir un mât de pavillon, on n'appelle ça pas un drapeau, c'est un pavillon, et à l'entrée des ports, il y avait des mâts avec le pavillon blanc pour dire attention, là, vous arrivez en France. Évidemment, en France, on n'avait pas besoin de savoir qu'on était en France, on le savait évidemment. Mais ça, c'était pour les marins. Et puis alors, les consuls du roi à travers le monde, même en Chine, j'ai publié une gravure, on voyait ça au XVIIIe siècle, les consuls de France, en haut d'un mât, avaient le pavillon blanc de la marine. Bien. Donc, le pavillon blanc devient véritablement un drapeau national, et comment dirais-je, il est diffusé. Une incidente, quand Louis XV a marié sa fille Élisabeth avec le duc de Parme, Philippe, le dernier fils de Philippe V, il y avait une île factice sur la Seine devant le Louvre, et sur cette île, il y avait un concert, il y avait de la musique qui était donnée juste en face de l'endroit du Louvre où était la famille royale sur un balcon, et là, étant donné que c'était sur l'eau, en haut d'une colonne, il y avait le pavillon blanc, parce qu'on était sur de l'eau. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, le pavillon blanc redevient le pavillon de la France, et il est vu partout. Voilà. Il est vu partout, et on en met évidemment sur les châteaux, sur les monuments. Quand est-ce qu'un pavillon national est venu sur un château? C'est tout simplement pas réellement un pavillon tricolore, c'est une longue flamme tricolore qui est allée sur les Tuileries quand la Convention nationale s'est installée dans les Tuileries, c'est-à-dire le pavillon, le château national, je ne sais pas comment on l'appelait à cette époque-là. Et donc, c'est là la première fois qu'il y a eu quelque chose sur un château. Bon, ce pavillon blanc est devenu donc pavillon officiel, drapeau officiel, et le drapeau tricolore a été complètement chassé, évidemment. Je ne parle pas des questions de l'armée, parce que ça a été beaucoup étudié, mais il est évident qu'il y a eu des actes du pouvoir qui ont condamné les gens qui arboraient le drapeau tricolore. Mais quand le drapeau tricolore a été insulté à l'étranger, alors là, il y a eu des réactions. C'est arrivé 2 fois
2 fois sur la mer, en particulier avec un contre-amiral Duperré, qui dans les Antilles a vu le jour de la Saint-Georges un bâtiment britannique qui avait hissé le grand pavois comme on faisait à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on hisse tous les pavillons qu'on a à bord et on les fait flotter gaillardement. Seulement, comme par hasard, le drapeau tricolore, enfin le pavillon tricolore, était à la Poulaine, à côté au fond des WC, et deuxièmement, au guy de l'Artimon, c'est-à-dire au bout du grand bout de bois là, je suis désolé, qui est en bas du mât d'Artimon, et bien justement là, il y avait la flamme tricolore, la flamme française qui plongeait dans l'eau, etc. Les marins français se sont mis quasiment à hurler, et l'amiral Duperré a obtenu des Anglais des excuses, et que ça soit comment dirais-je, enlevé tout de suite. Il y a eu aussi un deuxième épisode de ce genre-là, et ça s'est arrêté. Par contre, en 1816 à Berlin, l'ambassadeur de France, qui était le marquis de Bonnet, a vu qu'il y avait dans un théâtre de Berlin le récit de la bataille de Kulm, qui était en 1813, et le drapeau tricolore avait été ridiculisé. Il a protesté et la scène a été, comment dirais-je, corrigée. Voilà. C'est assez curieux de voir qu'on a, à l'étranger, on faisait respecter le tricolore, parce que quand même, il y avait des choses importantes qui s'étaient passées sous ses pieds. Voilà. Alors donc, ce pavillon tricolore, qui est devenu, comment dirais-je, le drapeau officiel de la France, et on le voyait partout, mais la question est aussi, c'est qu'on trouvait qu'il était bien vide, parce qu'il s'agit d'un pavillon blanc sans rien dessus. Alors ça pose problème aux gens qui n'aiment pas tellement les choses vides, et finalement, quand on fait une enquête à l'heure actuelle sur les pavillons du monde, les drapeaux du monde, on s'aperçoit qu'il y a un seul État au monde qui a un drapeau d'une seule couleur sans rien dessus. C'est le Fujairah, comme vous le savez, c'est un des Émirats arabes unis, il est tout rouge. Voilà. Et donc ça veut dire que les gens n'aiment pas ça. D'ailleurs, ça pose problème si un jour il y a une restauration et qu'on veut, comment dirais-je, réavoir quelque chose de très blanc comme signe national. Je réfléchis à la question, vous pouvez compter sur moi. Bon, alors, c'est comme ça. Il faut bien s'amuser quand même, et de rêver un peu, parce que si on n'a plus de rêve, c'est vraiment désolant. Donc, le pavillon tricolore est expulsé, le blanc règne, il vient de la Croix-Blanche des Français sous comment dirais-je, le début de la guerre de 100 ans, l'étendard de Jeanne d'Arc était blanc, et puis le blanc est devenu si important que le roi de France, quand il se déplaçait, il ne prenait plus un petit drapeau fleur-de-lysée, il portait une cornette blanche, et c'est la cornette blanche qui est devenue le signe de l'autorité. Et bien, quand le roi a pris la marine, Louis XIII a pris la marine sous sa direction immédiate, la marine a pris le blanc. Voilà. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas aller plus loin en la matière. Alors, la question des armoiries, oui, non, si, quand même. Quand on pavoisait dans Paris, il arrivait souvent qu'on mette des fleurs de lys d'or sur le blanc. Bon, alors ça, c'est très gentil, c'est très mignon, mais c'est pas officiel. Quand il y avait à la marine, pour les bâtiments de la marine, quand on hissait un pavillon blanc avec des fleurs de lys d'or, au grand mât, ça voulait dire qu'un prince du sang, un prince de la famille de roi, ou même un prince du sang, c'est un peu plus éloigné, montait à bord. Si il y avait, en plus des fleurs de lys, les armoiries de l'amiral de France, qui était le duc d'Angoulême, puis le dauphin, c'était donc que le dauphin montait à bord. Et s'il y avait les armoiries du roi, eh bien, on reprenait le pavillon tel qu'il existait autrefois dès Louis XIV, et au milieu des fleurs de lys, il y avait les armoiries, c'est-à-dire l'écu, les colliers, la couronne et 2 petits angelots qui étaient au milieu. Mais ça, il fallait que le roi monte à bord. Voilà. Vous savez tout. Bien. Bon.
Alors, les armoiries. Ben, les armoiries, évidemment, d'Azur à l'Aigle d'Or, à la Romaine, tout ça, ça a été balayé. Et il a fallu quand même que les gens voient partout les armes du roi. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, je ne sais pas où ils ont pris leurs renseignements, ces braves gens, mais on a vu les armes du roi dans un écu qui était parti à de part égale, d'un côté à l'honneur, c'est-à-dire la France, et de l'autre côté la Navarre. C'est extraordinaire d'avoir fait une chose pareille, alors que la Navarre, enfin, n'existait même plus du côté français, parce que du temps de Louis XVI, la Navarre indépendante existait toujours avec une juridiction à Pau, et que véritablement, le roi de France était roi de France et de Navarre. Mais la plus grande partie de la Navarre, en 1512, avait été annexée par ces salopards de Castillan. Bon, mais c'est vrai, quoi, il faut bien le dire. Voilà. Donc, alors, il est évident que se mettre à l'écu de France et de Navarre, c'est très gentil, mais ça fait c'est beaucoup d'honneur pour la Navarre, alors qu'elle représente quasiment plus rien. Mais enfin, c'était comme ça. Et depuis ce temps-là, évidemment, il y avait autrefois des monnaies avec la France-Navarre, etc. Mais la Navarre existait véritablement de façon théoriquement complètement indépendante. Donc, on voit ces armoiries parties de France et de Navarre, et on les voit sur des tapisseries, on les voit sur un tas de documents, un tas de choses décoratives, comme même des tapis, c'est avec ces armes-là. Quant aux sceaux, alors les sceaux, il fallait remplacer les sceaux, il faut dire à ce moment-là, il fallait prendre les sceaux employés par Louis XVIII, mais Louis XVIII en exil, il n'avait pas de grand sceau comme ça, le grand sceau d'État, il n'en avait pas. Le roi en exil avait forcément des cachets rouges ou noirs selon les périodes de deuil, et avec les armes de France, très simples, l'écu, la couronne et les deux colliers. J'en ai pas, ça c'est une hypothèse, parce que les cachets de cire, ils ont tous été, on peut dire, détruits en ouvrant les lettres que le roi envoyait. Par contre, quand le roi faisait des actes importants, c'est-à-dire des passeports. J'ai un passeport, j'ai un jour trouvé en vente un passeport de Louis XVIII pour un Français qui se baladait à travers l'Allemagne. C'était un sceau en papier collé sur cire, ce qu'on appelle un sceau en plaqué, et ça, il l'avait même pour des choses beaucoup plus importantes qu'un passeport pour un Français se baladant. J'ai découvert à Saint-Pétersbourg la lettre patente de Louis XVIII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, chef et souverain grand maître, etc., etc., etc. Ça ne se faisait pas en France. Et chef et souverain grand maître de l'ordre des ordres réunis de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Alors on a effectivement à Saint-Pétersbourg la lettre patente de Louis XVI quand il a donné l'ordre, ces ordres réunis dont il avait été grand maître en tant que comte de Provence, ordre qui devait s'éteindre parce qu'il ne servait à pas grand-chose, il copiait trop le Saint-Esprit et il était en perpétuel déficit, et Louis XVI et son frère avaient décidé qu'on ne le donnerait plus. Mais évidemment, en exil, pour ne pas donner le Saint-Esprit et Saint-Michel, le roi s'était rabattu sur ces ordres réunis. Paul Ier recevant cette lettre patente, pour le remercier au fond d'avoir, oui, parce que Paul Ier s'était déclaré grand maître de Malte, de Saint-Jean de Jérusalem, donc il avait envoyé au prince, au roi, etc., au roi Louis XVIII, qui était bien embêté d'ailleurs, et le 1 avait d'ailleurs refusé, c'est le duc d'Angoulême qui avait déclaré qu'il était déjà dans l'ordre de Malte, et qu'il avait été le grand prieur de France, et donc il n'en avait pas besoin. L'empereur était furieux, et il avait une dent contre le duc d'Angoulême. Mais Louis XVIII a pensé que c'était bien d'envoyer les ordres réunis à Paul Ier, qui a dit mais il se fiche de moi, c'est pas possible, moi je veux le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, comme l'a démontré avec les papiers démontrés par notre ami ici présent, effectivement, Paul Ier a reçu le Saint-Esprit. Quoi? Comme un signe, personne n'en sait rien. Mais du coup,
comment dirais-je, Louis XVIII a reçu quand même l'ordre de Saint-André, qui est l'ordre numéro 1 de la Russie. Les choses étaient égales des deux côtés. Voilà. Mais j'ai quand même vu la lettre patente du roi avec le sceau en plaqué, c'est-à-dire que c'est un morceau de papier qui est plaqué avec de l'acier, ça a été estampé, et voilà, j'ai la photocopie de ça, c'est très intéressant. Voilà, donc ça veut dire que, quand il est arrivé à Paris, mais il n'avait que ça, en gros, il n'avait rien d'autre. Il y a eu, alors là je vais dans les sceaux, je suis dans les sceaux, j'ai trouvé un sceau en cire rouge, assez grand, qui a été fait visiblement, c'est aux Archives nationales que j'ai trouvé ça. Il y avait un sceau, que d'ailleurs les gens ignorent totalement, un sceau avec les armes du roi à la mode napoléonienne. C'est-à-dire qu'il y avait l'écu aux 3 fleurs de lys, bien sûr, les colliers de Saint-Michel et Saint-Esprit, mais les 2 sceptres en croix derrière l'écu à la mode napoléonienne, un manteau à la mode napoléonienne et la couronne sommant le tout à la mode napoléonienne. On a transformé les armoiries de Napoléon en armoiries de France. Ça a duré, et c'est comme ça que cette composition est arrivée en 1814. Bon, c'est assez amusant d'ailleurs de voir tout ça. Maintenant, il y avait un problème, il fallait faire des sceaux. Il fallait faire des sceaux de l'État, etc. Et donc, il fallait pour pouvoir quand même, d'autant plus qu'il y avait une machine pour en faire, ce qui était tout à fait contraire aux mœurs de l'Ancien Régime. J'ai montré comment ça pouvait se passer d'une façon rapide, etc. Avec d'ailleurs des renseignements qui venaient du duc de Saint-Simon. Et donc, on s'est mis à dire, ah bon, maintenant, il nous faut le grand sceau de l'État. Alors, le sceau de Louis XVIII a été, on a choisi comme dessinateur le dénommé Bélanger, qui était comment dirais-je, un ami du comte d'Artois. C'est lui qui avait d'ailleurs fait, d'après ce que j'ai compris, Bagatelle, le château de Bagatelle, et qui a beaucoup travaillé sous la Révolution et sous l'Empire. C'est-à-dire qu'il était un homme qui servait à peu près tous les régimes. Et c'est lui qui a dessiné la composition. Et le sceau comprend évidemment alors ces sceaux ont été gravés par Thiollier, qui était de la Monnaie, un homme de la Monnaie. Et ce sceau représentait le roi trônant, avec d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. D'abord, la figure du roi était très bien faite, très ressemblante d'après certaines personnes. Et le roi, pour la première et unique fois de l'histoire de France, il portait non pas le court sceptre comme ça, enfin, parce qu'il y avait autrefois au Moyen-Âge des longs sceptres, c'est arrivé, mais le long sceptre, là, c'était celui de Charlemagne, c'était celui fait par Charles V, mais alors avec la hampe qui existait sous l'Ancien Régime, et non pas la hampe tarabiscotée en 2 morceaux, telle qu'on la voit à l'heure actuelle, et qui avait été fabriquée en 1804. Donc le roi trône, avec sous ses pieds, sur le dessin d'origine, la date de 1814, qui était blasphématoire, bien entendu, et puis donc le sceptre de Charlemagne qu'on ne reverra plus jamais dans les sceaux, bien entendu pour Charles X en particulier, qui reprend le petit sceau avec la fleur de lys. Voilà. Alors, ça c'était le sceau. Quant au contre-sceau, c'est justement l'écu, parti de France et de Navarre, avec la couronne de fleurs d'Élysée, bien sûr, les colliers, et puis en croix tout autour, derrière l'écu, le sceptre et la main de justice. Dans la légende, enfin de tout ce qui est autour, il y a une chose qui manque, le roi n'est pas par la grâce de Dieu. C'est curieux, ils ont loupé par la grâce de Dieu, alors que ça se faisait toujours autrefois, même sur le 2e sceau de Louis XVI, au début de la Révolution, il y a bien par la grâce de Dieu. Là, Louis XVIII n'avait pas la grâce de Dieu. Bon, enfin, il l'avait dans ses actes, bien entendu, mais pas dans les sceaux. Et alors, ces sceaux ont été présentés au roi par d'André, et
Le roi a dit, mais 1814, je n'en veux pas, c'est 1795. Il avait raison, bien entendu. Et on a mis 1795 on a gravé 1795. Ouf, ouf. Voilà, c'était là. Et c'est comme ça que on a fait tel jour à telle heure, on sait exactement. On a monté les deux disques. J'ai les diamètres, j'ai l'épaisseur des deux disques. Et les deux disques ont été montés dans la presse qui existe encore de nos jours. Et on a fait les premières lettres patentes. C'est quand même quelque chose d'important de savoir comment les lettres patentes ont été signées tel jour à telle heure devant Dambray. Et ça a été une séance qui était mémorable parce que Thiollier, avec ses gens de la monnaie, ont placé tous les sceaux impériaux qu'ils avaient sous la main et les ont biffés. Ils les ont mis sur une enclume, ils ont tapé dessus, ce qui fait qu'ils sont dans un état déplorable. Voilà. Et alors, ils ne pouvaient plus servir, bien sûr. Ils ont été biffés et comme ça, on ne pouvait plus servir. Donc, c'est amusant, on sait exactement quelles sont les premières lettres patentes qui ont été signées. C'est au sujet d'ailleurs de la garde suisse, des gardes du corps, etc. Bon. Et alors que moi j'ai cherché d'ailleurs pour un livre que j'ai fait, j'ai cherché quelle était la dernière fois où on a scellé, où Charles X a apposé son sceau sur une lettre patente. C'était à l'extrême fin de son règne. Et c'était une lettre patente pour la naturalisation d'un monsieur d'origine suisse dont le nom commençait par un Z. C'était vraiment la fin. Voilà. Alors... Comment? Oh ben mon vieux, il faut regarder mon bouquin s'appelle Le chaos français et ses signes. C'est dedans. Voilà. Il y a des bonnes lectures. Mais ben, pour une fois, je fais de la pub. Hein. Voilà. J'ai trouvé ça, c'est pas ici. Il suffit de regarder les archives. On trouve ça facilement. Alors, il y a les insignes du pouvoir. Alors, les insignes du pouvoir, c'est pas trop long. Ça peut encore aller. Non. Alors, les insignes du pouvoir, il y a eu un drame. Les Français de la Révolution ont envoyé à la Convention nationale, ils ont envoyé le trésor de Saint-Denis, en gros, sauf le sceptre de Charlemagne, sauf les éperons, sauf l'épée. Il n'est pas resté grand-chose en dehors de ça. Alors, en 1804, qu'est-ce qu'on fait? Napoléon, alors il y avait deux séries d'objets, d'insignes. Il y avait les insignes de l'empereur, c'est-à-dire la couronne de laurier, le sceptre terminé par l'aigle, la justice, et la collier de la Légion d'honneur, tout ça. Tous ces insignes ont servi à Napoléon, mais il a voulu montrer que Charlemagne était bien présent en 1804 à son sacre. Alors il voulait une couronne de Charlemagne, il voulait un sceptre de Charlemagne, il voulait l'épée de Charlemagne, et là qui était tenue par... Alors on a restauré l'épée, on a restauré les éperons, on a effacé d'ailleurs les fleurs de lys de l'éperon, et puis finalement la couronne de Charlemagne, il n'y en avait plus, c'était la deuxième couronne, la couronne de la reine faite par Philippe Auguste, et qui avait été sauvée des turpitudes de la Ligue, puisqu'elle avait déjà démoli la couronne du roi. Et donc, on a créé une couronne de Charlemagne, qui est une couronne avec des arcs. On a mis des espèces de camées, des pierres fines tout autour. On a copié tout simplement deux gravures dans les monuments de la monarchie française de Montfaucon et dans Thomas, et donc on a créé une couronne de Charlemagne ahurissante que Charlemagne n'a jamais portée, une couronne fermée, qui était comment dirais-je, qu'est-ce que ça s'appelle, c'est doré, ça s'appelle, je ne m'en rappelle plus, en vermeil, voilà, merci, c'est gentil. La question donc, on a mis cette couronne sur l'autel, et d'ailleurs quand Napoléon s'est fait couronner roi d'Italie, il a fait venir ses insignes, il avait des insignes d'Italie qui étaient bien spéciaux, mais il a fait venir les insignes de Charlemagne à Milan. Voilà. La question c'est que aussi, il y avait une chose qui était importante comme insigne du pouvoir en 1804, c'est le manteau. Le manteau de Joséphine, la couronne de Joséphine, donc ça a peu d'intérêt pour nous. Mais d'ailleurs, le manteau de Joséphine, c'était une longue traîne qui était née à la ceinture et par des brides sur les épaules. Mais le manteau a une coupe absolument impossible à régulariser sur du papier.
Et on n'y comprend rien quand on regarde les tableaux. Ce n'est pas la coupe d'un manteau de roi de France. Alors, l'énigme a été résolue en 1989 parce qu'aux Arts décoratifs, il y a eu une exposition sur les costumes des Français sous la Révolution et sous l'Empire. Et quand j'ai visité ça, je suis tombé devant les insignes de Napoléon comme roi d'Italie. Et là, il y avait le manteau de roi d'Italie. Alors j'ai dit au conservateur, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, un monsieur très gentil, je lui ai dit, écoutez, quand vous démontez l'exposition, vous m'appelez, et je ferai le patron de ce truc, parce que je n'y comprends rien, c'est mal fichu, et alors, c'est typique le manteau de Napoléon, mais je vous dirai pourquoi, et alors, je veux absolument savoir comment il est. Alors, il m'a téléphoné, en plein été, j'étais en train tranquillement sur une plage de la Côte d'Azur, avec ma femme et mes enfants, et je suis revenu d'Ardard à Paris pour mettre le manteau à plat. C'était dans le pavillon de Marsan, et on a mis des papiers craft par terre qu'on a scotché, et j'ai fait comment dirais-je, le plan du manteau. Et on s'est aperçu que c'est un manteau qui ne peut pas être complètement plaqué contre le sol. Tandis que les manteaux royaux, ce sont des manteaux comme le manteau du Saint-Esprit, ce sont des manteaux qui découlent d'ailleurs du paludum des Romains et qui sont véritablement archaïques et qu'on peut mettre totalement à plat. Alors j'ai reconstitué, j'ai pu voir comment ça se passait pour ce manteau du roi d'Italie qui était exactement comme le manteau impérial d'après les tableaux. Alors le manteau, quand les insignes de Napoléon et les insignes de Charlemagne, ils étaient entreposés au trésor de Notre-Dame de Paris. En 1814, les insignes aussi de Joséphine, ils ont tous été envoyés, on les a cachés au ministère des Finances, si l'on peut dire, et on les a gardés jusqu'en 1819, en gros. Sauf le manteau impérial de Napoléon, pour la bonne raison, c'est qu'il a été découpé en petits morceaux avec l'autorisation du roi pour faire on a récupéré l'étoffe pour faire recouvrir certains meubles dans Notre-Dame de Paris. Ce qui fait que Napoléon, quand il a fait sa grande fête, le Champ de Mars, le 1er juin, pour jurer la nouvelle constitution, Napoléon n'a pas pu se mettre en grand manteau et avec les grands insignes, il a été avec le costume de cour, avec le manteau, le court manteau qui était normal. Alors les insignes ont été, comment dirais-je, complètement démolis et fondus. La couronne de laurier, tout ça, ça a été fondu en 1819 et j'ai trouvé le procès-verbal de fonte aux archives nationales. C'est pas très glorieux tout ça. Bon, alors quand le roi est monté sur le trône, il y avait des problèmes qui se sont dressés. Évidemment, le roi n'était pas, comment dirais-je, dans l'obligation immédiate de porter un manteau, encore que tous les tableaux le montrent. Il y a au moins 5 représentations du roi en costume de sacre, disons-le. Mais le roi ne pouvait pas porter de manteau, il n'y en avait pas, et on a commencé à en fabriquer un. On a fabriqué un manteau. Il y a chez la personne qui avait fait le manteau de Napoléon, et avant les 100 jours, le manteau était déjà bien comment dirais-je, commencé. Arrivent les 100 jours, et voilà que les gens de l'artisan en question, et qui sont d'ailleurs nombreux parce qu'il faut, pour faire des fleurs de lys, c'est incroyable de faire des centaines de fleurs de lys brodées, etc. Quand Napoléon, donc on abandonne le manteau de Louis XVIII, et quand Louis XVIII revient, on termine le manteau qui a servi d'ailleurs à Charles X pour son sacre. Donc, c'est comme ça. Le roi avait donc des insignes, mais il fallait avoir d'autres insignes, en particulier pour mettre sur les cercueils de Louis XVI, de Marie-Antoinette, etc., quand on les a ramenés, quand on a ramené leurs cendres, si l'on peut dire, dans Saint-Denis. Et donc, il a fallu avoir des insignes. Alors, au début, on se servait de cette couronne de Charlemagne stupide, et d'insignes de Charlemagne et de, comment dirais-je, de justice ancienne. On a trouvé finalement que c'était vraiment fragile, et que c'était vraiment des choses qu'il ne fallait pas trimballer comme ça tout le temps. Alors c'est à ce moment-là qu'à partir de 1819, on a commencé à faire un nouveau stock
d'insignes qui ont été assez nombreux, avec d'ailleurs, même pour les obsèques de Louis XVIII, les obsèques de Louis XVIII avec le casque, avec la couronne dessus, avec le volet qui tombait du casque, tout ça, tout ça c'était fort beau. Et enfin, de loin. Et en plus, c'était couvert de crêpes, ce qui fait que, à la limite, les finitions n'étaient pas forcément magnifiques, mais enfin, ça pouvait, si on regardait un tout petit peu de loin, ça avait l'air de quelque chose. Bon, alors, il y a eu donc tout un ensemble d'objets. J'ai trouvé moi-même la facture que j'ai donnée à la personne avec Jean Ferré, qui travaillait au monument historique, qui était un bon protestant, qui était d'ailleurs très, très sévère surtout parce qu'il ne voulait pas, quand il avait décidé de quelque chose dans une église, il n'était pas question qu'on les change de place par la suite. Et moi j'aimais bien Jean Ferré, et on a beaucoup travaillé ensemble. Et alors donc à ce moment-là, il y a eu tout un ensemble d'insignes qui ont été faits pour le roi et pour des questions funèbres aussi, etc. Bon, alors là, on peut raconter évidemment beaucoup de choses. Je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps, mais finalement, une partie a été volée, de tous ces insignes ont été volés en 1946 dans la cathédrale de Reims, et donc il y a eu des pertes. Bon, et il a fallu, en plus, avec ce qui restait, je ne sais pas, avec Jean Ferré, il m'a demandé de venir un jour au trésor de... enfin pas au trésor parce que c'était rangé pitoyablement. Il a fallu faire le tri de ce qui devait être envoyé à Saint-Denis, les objets funéraires et les objets qui étaient bien mieux et qui étaient vraiment très, très bien. C'était ceux de Charles X et ceux du Dauphin. On les a laissés à Reims. Voilà, il y avait beaucoup de choses à raconter en la matière. Bon, enfin bref, vous voyez, il y a des problèmes quand on change de gouvernement, il y a des problèmes d'insignes, d'armoiries, de drapeaux, de tout ça. Et d'ailleurs, ça peut porter à ceux qui pourront peut-être un jour veiller sur la symbolique du roi, si un jour il revient sur le trône, à toutes les complications que ça peut donner. Et je crois qu'il y en aura pas mal. Bien, donc, tout ça, ça prouve que c'est très difficile de créer des choses et de recréer les choses, et surtout quand il y a des symboles nouveaux, et qui peuvent traverser comment dirais-je, les actes des différents pouvoirs. La couronne de Louis XVIII, il y a eu une couronne de Louis XVIII qui a été faite avec des diamants et des saphirs. Cette couronne, elle a servi à Charles X, quand on lui a enlevé la couronne de Charlemagne, qui n'est pas belle, qu'il l'a couronnée, parce que Charles X a été couronné avec cette couronne de Charlemagne, qui n'est pas belle. Et alors, par contre, après, on lui a mis la couronne de Louis XVIII sur le dos, sur la tête, et alors, on avait modifié les arches. Les arches avaient été modifiées entre-temps, et alors le plus beau, c'est que j'ai connu la personne qui avait chez lui la boîte de la première forme de la couronne. C'était un monsieur Panhard, Félix Panhard, qui vivait au XIXe siècle, qui était un collectionneur, et qui est de la famille des fabricants de voitures. Et j'espère que cette boîte n'a pas été, étant donné que ces gens-là sont morts, j'espère que cette boîte n'a pas été perdue. Bon, mais c'est vrai qu'en France, tout fiche. Mais c'est vrai, et moi je suis pour la conservation des choses. Et donc, à ce moment, et puis alors, cette couronne a eu un dessin épouvantable, parce qu'elle a été démontée par de Louis-Philippe. Elle était rangée dans les caves du ministère des Finances. Les fonctionnaires s'amusaient en l'appelant le panier à salade. Ils se les lançaient de loin, etc. Et puis finalement, cette couronne a été complètement démolie en 1800, je ne sais pas combien, là, quand la République est venue. Et on a démoli effectivement aussi les couronnes faites de Napoléon III la couronne de Napoléon III qui avait été faite en même temps que la couronne de l'impératrice Eugénie. Mais comme la couronne de Napoléon III avait été faite sur l'argent de l'État, tandis que la couronne d'Eugénie avait été faite avec l'argent de l'empereur, et donc elle a été sauvée, et elle est au Louvre à l'heure actuelle. Et la question est, c'est que ces deux couronnes qui étaient assez superbes ont quand même été admirées lors d'une exposition universelle donnée par Napoléon III. Voilà.
Bon, tout ça, ce sont des choses curieuses qui découlent de la Révolution, de ces catastrophes, et de tout ce qu'il faut refaire quand il y a un nouveau souverain. Alors, il y a toute la question des ordres du roi. On s'arrête. Non, non, c'est vrai. Vous pouvez finir en 5 minutes? Oui, évidemment, je vais y aller. 5 minutes, hein. Alors, oui, c'est ça. Je fais un paragraphe sur 3. Bon, enfin... les ordres du roi, bon, il y a des livres qui vont paraître, qui racontent tout ça, comment on arrive à reconstituer les ordres du roi, etc., c'est-à-dire le Saint-Esprit, et puis, évidemment, le Saint-Michel, etc. Et il faut bien dire aussi que le roi a adopté la Légion d'honneur. Alors le roi, avec la Légion d'honneur, c'est intéressant, parce que c'est dans la déclaration de Saint-Ouen, et on conserve la Légion d'honneur. Alors, Napoléon n'était pas grand maître de la Légion d'honneur, il était chef et président du conseil d'administration. Aussi bien que ça puisse paraître, le roi s'est déclaré chef et souverain grand maître. Et puis, comment dirais-je, les commandants de la Légion d'honneur sont devenus commandeurs, et les grands aigles, évidemment, sont devenus grands croix. Voilà, il y a eu des modifications, plus, effectivement, au centre de l'étoile de la Légion d'honneur. Je me refuse à dire que c'est une croix, finalement, parce que c'est pas une croix. Eh bien, on a mis la tête d'Henri IV. On a mis la tête d'Henri IV, d'autant plus que... Alors, il faut dire aussi la chose suivante, c'est que Henri IV, c'est le 15 juillet, et le 15 juillet, les princes de la famille royale, et les gens qui avaient le Saint-Esprit, quittaient complètement le cordon bleu et la plaque du Saint-Esprit pour arborer le cordon rouge et la plaque de la Légion d'honneur. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça, même chose d'ailleurs pour l'ordre de Saint-Louis. Le roi et les princes, le jour de la Saint-Louis, ils portaient uniquement le cordon rouge et la plaque de l'ordre de Saint-Louis. Voilà, ce sont des petites choses, pas grand-chose. Je souligne pour terminer que la livrée du roi a été rétablie. La livrée du roi, à la fin du règne de Louis XIV, a été complètement changée. Avant, c'était des larges rubans avec des petits carreaux bleu, blanc, rouge. Parce que la triade de couleurs bleu, blanc, rouge est capitale pour les Capétiens. Il y aurait beaucoup de choses à dire en la matière. Et on a pris cette livrée bleue, et avec le roi dans toute la France qui avait le droit de porter une livrée bleue. C'était interdit à tout le monde de porter une livrée bleue, mais en plus il avait des galons assez larges qui étaient en comment dirais-je, rouge, et avec une espèce de tresse blanche très complexe, composée de 3 cordonnées qui s'étaient pliées dans tous les sens. Et ça, c'est la livrée qui a remplacé la livrée de Napoléon, qui était verte. Parce que le premier consul a pris une livrée verte et or, n'est-ce pas, qui était véritablement la livrée du comte d'Artois. On se demandait pourquoi il a fait ce truc-là. Donc, même le futur Charles X avait toujours sa livrée verte, mais le roi a gardé sa livrée bleue avec les galons rouges, avec la tresse blanche. Et si ça vous intéresse, la reine avait la livrée rouge avec les galons bleus et avec la tresse blanche dessus. Voilà, c'est pour vous. Mais enfin, il n'y avait pas de reine du temps des 2 derniers rois. Voilà. C'est dommage d'ailleurs, peut-être qu'elles auraient pu être de bons conseils pour ces 2 personnes, et en particulier pour le dernier qui a fait la catastrophe de 1830. Voilà, j'y ai pas beaucoup trop parlé. Vous avez fort bien parlé. C'est beaucoup trop long et